Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de la Viso, c'est aujourd'hui en compagnie de Maya Termination de la section Viso à Vivre, bien entendu, qu'on connaît bien maintenant sur Radio J. Maya, bonjour. Bonjour Lise. Alors, depuis plusieurs années et plus encore depuis le 7 octobre 2023, les relations entre une partie des Juifs de France et la gauche française semblent traverser une crise profonde. Malgré des sensibilités politiques diverses, des enquêtes montrent tout de même qu'une partie de l'électorat juif français s'est progressivement déplacée vers la droite depuis plusieurs décennies, sous l'effet notamment des questions de sécurité, d'antisémitisme et des débats autour d'Israël. Alors, cette tension, tout de même, ne doit pas faire oublier qu'au XXe siècle, des milliers de juifs, souvent immigrés d'Europe de l'Est, ont trouvé dans le communisme un espace d'engagement, d'émancipation et même d'intégration à la société française. Alors, qui étaient ces militants juifs communistes ? Comment conciliaient-ils leur identité juive, leur engagement révolutionnaire et leur appartenance à la nation française ? Et que nous dit leur histoire sur les débats actuels autour de l'identité, de l'universalisme et de l'antisémitisme ? Pour en parler, nous recevons Zoé Grumberg. Zoé, bonjour. Bonjour. Bonjour Zoé. Zoé, vous êtes historienne, agrégée et docteure en histoire. Vous êtes spécialiste des mondes juifs au XXe siècle. Votre thèse a porté sur le secteur juif du Parti communiste français après la Shoah. D'ailleurs, un titre que j'ai beaucoup aimé, Militer en minorité. Je trouvais que c'était intéressant aussi en ce moment. Et vous travaillez maintenant sur la prise en charge des enfants juifs par des organisations juives après la Shoah. Alors, Zoé, pour commencer, qui sont ces juifs dont vous racontez l'histoire ? Puisqu'on connaît bien les juifs français intégrés de longue date, qu'on appelait les israélites de la tradition républicaine. Mais là, vous parlez de militants, immigrés yiddishophones. Qui sont-ils et comment ils rentrent dans l'univers communiste ? Oui, alors les juifs que moi j'étudie, je les saisis en France, c'est-à-dire que je commence à suivre leur trajectoire en France, mais ils ont une histoire avant et j'ai reconstitué leur trajectoire. Donc, le groupe que j'ai étudié sont des juifs qui sont nés, c'est une génération qui est née dans les années 10-15, en Pologne, dans les frontières de l'époque. Donc, quand je dis qu'ils sont yiddishophones, donc quand ils sont en France, en réalité, ils parlent souvent plusieurs langues avant d'arriver en France. Et ils sont nés dans des familles qui ne sont pas, pour la plupart, déjà politisées. C'est-à-dire que ce sont des familles qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, sans être particulièrement orthodoxes ou hassidiques, pour la plupart de trajectoires que j'ai reconstituées. Donc des familles traditionnelles qui font le Shabbat, qui font les principales fêtes, qui mangent kasher. Et les trajectoires de ces jeunes gens et jeunes femmes vont évoluer donc, pour une bonne partie d'entre eux au moment de la Première Guerre mondiale, qui est un moment où en Pologne, il y a des circulations de soldats, notamment au moment après la Première Guerre mondiale, au moment de la guerre russo-polonaise, des circulations de soldats qui ont connu la révolution soviétique de 1917, qui amène donc des idées, qui racontent ce qu'il s'est passé. Et ça vient rencontrer chez ces jeunes gens qui déjà se posent des questions, donc ça vient rencontrer des premiers doutes. Ces doutes, ils sont nés progressivement, donc pour certains à l'école, puisque certains ont pu aller à l'école polonaise ou à l'école allemande, puisque certaines parties de la Pologne étaient occupées par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Et ils découvrent, après avoir été dans des écoles traditionnelles juives, ils découvrent des lectures qu'ils qualifient de profanes. Ces lectures leur ouvrent un peu une autre perspective sur le monde, conduisent à des questionnements. Ces questionnements-là les amènent aussi, pour certains, à se poser la question du pourquoi des inégalités dans la société polonaise. Inégalités sociales, mais inégalités aussi liées à l'antisémitisme. Et tout ça va se mélanger, se rencontrer. Et l'arrivée de cette révolution soviétique qui suscite un certain nombre de réflexions va être pour eux un espoir, l'espoir d'un monde sans antisémitisme, puisque on lutterait avec la classe ouvrière pour un monde sans classe, un monde sans race aussi, en tout cas sans inégalités ethniques. Et donc cet espoir naît chez ces jeunes gens et jeunes femmes qui vont dès lors, très progressivement, il n'y a pas une rupture nette entre un avant et un après, mais qui vont progressivement s'éloigner de la religion, avoir des comportements transgressifs,
qu'ils racontent beaucoup dans leurs mémoires ou autobiographies, par exemple, le fait de décider de manger du porc à Shabbat, de ne plus aller à la synagogue, ce qui pose plein de questions dans les familles, qu'est-ce qui se passe, on en parle dans les villages. Donc ça, c'est ces comportements transgressifs. Et ensuite, il y a l'engagement. Cet engagement qui n'est pas tout de suite un engagement communiste, au sens dans un parti communiste, mais qui peut être d'abord, pour une bonne partie d'entre eux, un engagement marxiste au sens large. Donc un engagement marxiste-sioniste, donc dans la Shomer HaTzaïr par exemple, un engagement bundiste, donc du marxisme avec une composante nationale très forte, et pour une minorité d'entre eux, dès la Pologne, un engagement dans les structures de jeunesse du Parti communiste, mais c'est plutôt une minorité. Et en fait, l'engagement dans les structures communistes strictement, c'est un engagement qui se déroule dans le cadre de l'émigration, puisqu'une partie de ces jeunes gens vont quitter la Pologne pour des raisons diverses, à la fois la volonté de poursuivre des études, il y a des numerus clausus en Pologne qui ne permettent pas aux Juifs de poursuivre toutes les études qu'ils voudraient, pour des questions aussi de politique, puisque certains font de la prison en raison de leur engagement politique, notamment dans le Bund, ou la Shomer HaTzaïr, ou déjà le communisme. Et donc ils quittent la Pologne, c'était un exil, plus ou moins forcé, puisqu'ils savent sinon qu'ils vont retourner en prison. Et dans le cadre de l'immigration en Europe de l'Ouest, en Belgique, en France, ils adhèrent cette fois, pour ceux que j'ai étudiés bien sûr, aux structures du Parti communiste français, mais aux structures spécifiques. Alors oui. J'ai juste une petite question avant. Comment ça, la Shomer HaTzaïr n'existait pas à Paris? Enfin, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a la Shomer HaTzaïr en Pologne. Comment ça se fait qu'arrivant à Paris, il ou elle va plutôt choisir le Parti communiste et pas la Shomer HaTzaïr, par exemple? Mais ils choisissaient aussi, je pense, non? Oui, alors moi, ceux que j'ai étudiés, évidemment, c'est ceux qui sont allés dans les structures du parti. D'accord. Bon, alors les structures du parti étaient quand même plus... en tout cas, en Belgique, notamment, où une partie d'entre eux sont passés avant d'arriver en France. Oui. C'était les structures les plus développées et on y adhérait notamment par le biais des syndicats. Les syndicats dans le cadre du milieu du travail. Et ces syndicats-là étaient plutôt liés au Parti communiste. Et ça s'accompagne évidemment d'une évolution dans la pensée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils vont lire des textes marxistes, une partie d'entre eux, ceux qui vont adhérer au communisme, vont décider de rompre avec, qu'ils vont qualifier d'une forme de nationalisme juif, au profit d'un engagement communiste. Ouais. Okay. Donc il y a aussi une évolution. C'est là que c'est intéressant, c'est que c'est pas radical au sens où on passe pas d'un milieu traditionnel à communiste tout de suite. Ça peut être long. Il y a une évolution et exactement. Il y a une prise de conscience qui prend du temps en fait. Oui. Et je pense que d'après les témoignages que j'avais eus, la Shomer HaTzaïr était aussi en France avant et après la guerre également communisante. Oui, et d'ailleurs elle était dans les locaux dans les années 50, dans des locaux à côté des locaux des principales organisations juives communistes, et des enfants allaient parfois dans des organisations de jeunesse communistes pour les colonies de vacances, donc la CCE, tout en fréquentant la Shomer HaTzaïr à d'autres moments. Donc c'est un peu plus... Il y a les mémoires d'Henri Boulavko qui en parlent d'ailleurs très bien. Alors, votre thèse montre que le communisme a été pour eux un outil d'intégration quand ils sont arrivés en France. En quoi, Zoé Grimbert? Oui, ça peut paraître paradoxal, parce qu'on imagine souvent le communisme d'abord comme un internationalisme qui considérait tout nationalisme comme étant bourgeois, si je reprends les termes du parti. Et en réalité, c'est vrai que ce qu'ont montré des historiens comme Denis Péchanski, Adam Reifki et Stéphane Courtois dans un ouvrage sur la main-d'œuvre immigrée du Parti communiste français. La Moy, oui. C'est que la Moy, voilà, donc c'est la prononciation yiddish. Oui, pardon, je l'ai dit. Non, mais c'est comme ça qu'on dit, effectivement. On le fait souvent, MOI ou Moy. Oui. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, la Moy a été un endroit où on pouvait concilier 3 identités ou 3 appartenances, c'est-à-dire l'identité française en formation, puisque la plupart d'entre eux ne sont pas encore français, une fois arrivés en France, il faut du temps, l'identité juive, qu'ils ne vont pas abandonner, et on pourra la définir, et l'identité communiste. Et donc, cette identité française, pourquoi, par le biais du parti, elle peut être renforcée, en tout cas, comment le parti va les y aider, de plusieurs manières. D'une part, avant même qu'ils arrivent en France, il faut savoir que ces jeunes gens ont une vision de la France. Une vision de la France qui est la France comme le pays des droits de l'homme, le pays de l'émancipation des Juifs, le pays de l'affaire Dreyfus. On peut voir le verre vide à moitié, enfin le verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour beaucoup de Juifs de Pologne, l'affaire Dreyfus, c'est la France qui se déchire pour le sort d'un Juif. C'est quand même un petit capitaine juif. Exactement. Donc pour eux, il y a tout cet imaginaire-là, et la France, c'est le pays des révolutions sociales, politiques. Donc il y a cette vision-là déjà qui est là.
À cela s'ajoute par ailleurs un attrait pour la culture française qui va être partagé aussi au sein du Parti communiste par le biais d'une politique d'éducation populaire qui existe au sein du parti, mais aussi de ces organisations pour les immigrés, où ces organisations pour immigrés ont ce rôle, donné par le parti notamment, d'intégrer les immigrés progressivement à la France. Donc on les intègre d'abord par le fait qu'ils vont côtoyer des militants dans des cellules françaises, tout en militant avec des juifs ou d'autres étrangers pour les autres immigrés. On les intègre aussi par le biais d'une acculturation à la culture, par la langue. Il y a des cours de langue créés par dans les centres juifs de l'époque, que ce soit communiste ou bundiste, on apprenait le français, Bien pas sûr. le yiddish. Et il y avait même des méthodes où on m'a raconté, on leur apprenait à se vêtir, à faire manger les enfants comme des petits Français, etc. Et la presse, par exemple, la presse en La yiddish presse, de bien ces sûr. années-là, montrait les réclames avaient pour but aussi d'acculturer à une Mais forme oui. de culture française, à habiller les gens, effectivement, à habiller les Exactement. jeunes filles comme des petites Françaises. Donc il y a tout ce... Mais donc, du coup, c'est censé être temporaire, en fait, ce passage dans ces sections, finalement. Elles Oui, n'ont pas oui. vocation à perdurer, la Moy, par exemple. Pour le Parti communiste, non. Le Parti communiste, c'est là que c'est assez subtil. C'est-à-dire qu'on le décrit souvent comme un parti assimilationniste, comme le serait la France. Et en réalité, c'est un parti qui va être pragmatique. C'est-à-dire qu'il va prendre conscience que les immigrés et les juifs vus comme des immigrés et pas comme une minorité, hein, c'est ça qui est intéressant. Il y a une difficulté à penser le fait juif dans le Parti communiste. Le Parti communiste voit les immigrés comme un groupe qui va s'intégrer. Et donc la Moy, les sections de la Moy, donc la section juive, sont des sas. On attend que ces gens-là parlent français. Et quand ils parleront français, ils n'auront plus besoin de militer entre yiddishophones. Ils n'auront une fois qu'ils seront devenus français aussi par les papiers, la naturalisation, ils n'auront plus besoin de défendre les immigrés puisqu'ils seront eux-mêmes français. Et donc ils ne seront plus étrangers. Ils seront encore immigrés, mais français. Et donc on se dit que tout ça est un processus qui les mènera uniquement vers les cellules du parti. Rétrospectivement, on se dit que c'est un peu naïf. Parce qu'il y a quand même un attrait de se retrouver entre soi. Mais c'est valable aussi pour la section arménienne, qui est devenue célèbre avec Manoukian. Je veux dire, toutes ces sections-là, En fait, je ne pense pas qu'elles se soient diluées dans le Parti communiste. Non, c'est une tension fondamentale qui va exister tout au long de l'existence de la Moy et de ses sections. Une tension entre des sections qui ont tendance, d'après le Parti communiste, à être trop centrées sur elles-mêmes, être trop centrées sur les spécificités des immigrés, la défense des immigrés et de chacun des groupes, et un Parti communiste qui voudrait, au contraire, que ces gens-là ne soient pas focalisés uniquement sur les questions qui les concernent, mais surtout sur les questions qui concernent global, tous les Français, tous les ouvriers, de manière Même à la fois nationale et communiste. internationale. Et on s'en rend compte très vite à travers la transmission dont les jeunes juifs d'après-guerre ont fait l'objet. Quand ils étaient à la CCE, à la Commission centrale de l'enfance d'obédience communiste, très vite, la transmission des valeurs juives, du yiddish, du théâtre yiddish et je ne sais, et des chansons, a été très vite, assez vite abandonnée. Alors qu'au Bund, au SKIF, qui était le mouvement de jeunesse socialiste du Bund, ça a perduré presque jusqu'à aujourd'hui où on continue à transmettre les valeurs de la Yiddishkeit. C'est très intéressant alors que au Parti communiste, on avait presque l'impression que dans les 10 ans qu'on suivit, ils avaient vite fait de se débarrasser de ce côté spécifiquement juif. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a les amis de la CCE qui existent et qui font beaucoup de choses main dans la main, par exemple avec le MEDEM, avec le Festival des cultures juives. Leurs ancêtres doivent un peu s'arracher les cheveux, mais ils sont là et c'est important de le rappeler. Oui, ils sont là et je dirais même qu'à l'époque, peut-être qu'il y avait parfois des tensions entre ce que le Parti communiste, il faut toujours avoir en tête que le Parti communiste est un parti qui surveille ces organisations, quelles qu'elles soient, Bien et sûr. donc qui impose une ligne dans laquelle on doit être. Et donc, il peut y avoir cette tension entre ce qu'on peut vouloir faire sur le terrain et ce que le parti politique surveille. Mais il y a eu tentative de transmettre le yiddish, il y a eu quand même cette volonté dans les textes, on le retrouve, cette idée de dire qu'il faut transmettre la fierté d'être juif, Bien laisser sûr. une certaine façon d'être juif, une certaine identité juive
À ce propos, justement, moi, ça m'interroge parce que en diaspora, aujourd'hui, il est quand même difficile de trouver une voie non religieuse pour exprimer son identité juive. Je pense que cette voie existe quand même à travers le militantisme. Beaucoup de militants juifs en France ne sont pas spécialement... sont un peu religieux, mais... Je ne sais pas si c'est leur moteur principal. Ceci étant dit, je pense que c'était sans commune mesure par rapport à cette identité communiste juif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment on pouvait être juif sans être religieux via le socialisme? Oui, pour eux, je pense que c'est une des grandes questions de l'historiographie et plus généralement dans la société. C'est-à-dire que moi, quand je présentais ma thèse, parfois, on me disait, à la fois des juifs et des non-juifs, me disaient, mais comment on peut être communiste et juif à la fois? Parce que dans cette perspective, l'identité juive est définie au prisme religieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, quand j'ai commencé ma thèse et que je suis allée interroger des enfants de militants juifs communistes, ils me disaient, mais pour nous, quand on était enfants, tous les juifs étaient communistes. On avait l'impression que tous les juifs qu'on connaissait étaient communistes et surtout, nos parents étaient communistes parce qu'ils étaient juifs. Donc ça montre complètement... En fait, c'est deux positions... Ils croyaient en la fraternité humaine. Même quand on regarde les chansons qu'on transmettait aux enfants dans ces milieux-là à l'époque, c'est presque naïf, quoi. Il y a une... En fait, ça fait du bien en même temps. Ils vont défendre... Ils sont juifs, c'est-à-dire qu'ils se définissent comme juifs. Ils sont dans une section juive au sein du Parti communiste français. Ça devrait être une section yiddish en réalité, donc on devrait la qualifier de yiddish. Elle existait juste après la guerre, mais très vite elle a disparu. Alors en réalité, elle a duré plus longtemps que ce qu'on pensait, puisqu'elle existe toujours à la fin. Moi j'ai terminé ma thèse s'arrête dans les années 50 et elle existe toujours à ce moment-là. Oui. Et dans les années qui suivent, elle est juste moins dynamique qu'elle ne l'a été. Beaucoup moins dynamique, on est d'accord. Et du coup, ça s'incarne par la langue finalement, puisque ça ne s'incarne pas par le culte. Ça ne s'incarne pas par la religion, ça c'est sûr. Ils ont rompu avec la religion. Mais peut-être avec une certaine tradition culinaire, par exemple, par des chants. Je dirais une nostalgie. La langue est fondamentale pour eux. La langue est ce qui va avec la langue, c'est-à-dire la littérature, le théâtre. Donc il y a plusieurs militants juifs communistes qui ont essayé pendant la Seconde Guerre mondiale de sauver des bibliothèques en yiddish, et notamment les œuvres d'écrivains, de poètes yiddish, pour ne pas que ça disparaisse. Et donc, il y a cette dimension-là, la langue, la culture yiddish. Il y a la cuisine, bien sûr. Il y a des chants. Et en fait, c'est j'ajouterais à cela pour eux, après la guerre, la Shoah, pas la Shoah, en fait, je dirais la Seconde Guerre mondiale, et pour eux, la résistance. Mais la résistance ils étaient des Juifs. très impliqués. Il y a eu, on le dit jamais assez, et c'est bien de le rappeler, il y a eu une résistance juive très, très conséquente. Les résistants juifs communistes, notamment, ont vraiment fait un choix de résistance qui diffère de la plupart de la résistance juive, puisqu'ils ont choisi de participer, et c'est aussi imposé par le parti, bien sûr, mais ils ont choisi une forme de lutte armée, qui est la guérilla urbaine, qui est celle des FTP-MOI. Donc Manouchian, le groupe Manouchian, ce sont ces FTP-MOI. FTP pour force... francs-tireurs et partisans. D'accord, et ça. MOI, c'est main-d'œuvre immigrée. Donc c'est les groupes de la main-d'œuvre immigrée, des FTP. Et les FTP, c'est une structure au sein du Parti communiste français, dans laquelle chaque groupe devait verser 10% de ses effectifs. C'est-à-dire que la MOI devait verser, donc la section juive de la MOI devait verser 10% de ses effectifs au FTP. Les FTP qui font une guérilla urbaine. Et les juifs communistes sont les seuls à participer à cette guérilla urbaine parce que le reste du monde juif considère que ça fait courir trop de risques au monde juif, puisque si des juifs tuent des Allemands ou tuent des collaborationnistes, il y aura des représailles. Ces représailles vont être soit des déportations encore plus massives, soit surtout des fusillades d'otages. Otages qui sont pris parmi les communistes et parmi les juifs. Et donc ça crée un conflit très fort au sein du monde juif. C'était la position du Bund, la crainte que le Bund avait et qui a résisté en sauvant énormément d'enfants. C'était leur vision à eux, alors qu'en effet, comme vous le dites, au Parti communiste, c'était la lutte armée. Et aussi les sauvetages d'enfants, parce que bien sûr, les juifs communistes qui ont ensuite créé la CCE ont aussi sauvé des enfants, et avec l'OSE aussi, d'ailleurs en partenariat avec l'OSE. Mais ils étaient tous la main dans la main avec les EI, l'OSE, etc.
à vous écouter, je me pose la question de ce que cette histoire va nous apprendre sur le présent. Alors, on a déjà parlé d'une troisième, enfin, d'une autre voie pour être juif non religieux, qui n'est pas évidente aujourd'hui, puisque le yiddish est beaucoup moins répandu qu'à l'époque de votre thèse. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que ça apporte comme éclairage finalement sur le présent, à part cette question d'intégration, enfin, ou d'identité plutôt? Ce que ça montre, et je pense qu'aujourd'hui c'est important de le rappeler, c'est que on a l'impression qu'il n'y a plus de juifs de gauche et que la gauche ne serait plus accueillante pour les juifs, donc en tout cas une certaine gauche. Et ça, il ne s'agit pas de nier les dérives d'une certaine gauche qui multiplie ce qu'on pourrait appeler avec un euphémisme des dérapages, et qui n'en sont pas en réalité, puisqu'ils sont assez intelligents pour savoir ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Mais cette gauche-là ne doit pas laisser croire que les juifs ne sont pas ni les bienvenus à gauche, ni défendus par la gauche. Et je pense qu'il importe de rappeler dans le même temps l'histoire de la droite et de l'extrême droite, surtout, qui paraît être un rempart aujourd'hui, et qui, si on refait l'histoire de certains partis... finalement, on est en miroir. C'est-à-dire, aux yeux de certains de la communauté juive, peut-être qu'on pourrait se dire que les ennemis du passé, les descendants des nazis, seraient maintenant les défenseurs, alors que, au contraire, les alliés, finalement, pendant la guerre, deviendraient les opposants. Bon, l'avenir nous dira si on est naïf ou si... Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des juifs de gauche qui essayent de raviver la flamme, en tout cas, de l'engagement. Mais c'est vrai que la grande majorité des Juifs ne peuvent pas, par exemple, se reconnaître dans LFI, étant donné les positions radicales qu'ils sont en train de prendre, ce qui n'empêche pas de rester, bien sûr, le cœur à gauche, c'est pour ça que, avec les valeurs. Avec les valeurs de gauche, et d'espérer quand même qu'il y a un sursaut des partis de gauche qui pourraient avoir un peu de... C'est pour ça qu'en lisant votre travail, je me suis dit, militer en minorité, c'est peut-être ce qui pourrait nous arriver de mieux, ce qui pourrait arriver de mieux aux juifs de gauche, et ce qu'il va falloir un jour créer un parti juif de gauche. Parce que militer en minorité aujourd'hui à gauche... Il y en a. Voilà. Il y en Bref, a, je laisse cette question pour un prochain échange. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, cette recherche, à vous qui faites vraiment partie de la jeune génération? Ce qui m'a, je pense, le plus intéressé, c'est de travailler sur la complexité des identités et des appartenances, et d'essayer de montrer qu'elles sont jamais figées, c'est-à-dire qu'on n'est pas... d'ailleurs, c'était les mêmes débats autour de Marc Bloch. Est-ce que Marc Bloch est juif? Est-ce qu'il est historien? Est-ce qu'il est français? Et en fait, on peut être tout à la fois. Et ce que montrent les travaux des historiens et historiennes, et j'espère mon travail, c'est cette capacité à naviguer entre des milieux, entre des mondes, entre des appartenances, des identités, qui parfois vont entrer en contradiction. Et dans le cas des juifs communistes, on n'en a pas parlé, mais l'antisémitisme en URSS a conduit à des désaffections, à des désengagements pour certains, mais à chaque pas fois pour tous. Qu'il y avait, c'est vrai, les blouses blanches et tout, il y avait une partie qui démissionnait. En tous les cas, on pourra peut-être faire une suite justement sur le rapport avec l'URSS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Zoé Grimbert. Merci beaucoup, Maya Termination, de nous avoir mis en contact. Et puis à très très vite sur Radio J. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.